Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui j'accueille une personne sur ma chaîne, une fois n'est pas coutume, et on va vous parler de l'agrégation et de la vie après l'agrégation. Moi c'est Willy et effectivement j'ai également passé l'agrégation la même année que toi, mais dans une discipline tout autre, c'était l'économie-gestion, option finance et contrôle. Du coup moi c'est Manon, vous connaissez, j'ai passé le CAPES de lettres modernes que j'ai eu en juin 2023, puis l'agrégation de lettres modernes que j'ai eu en juin 2024, donc l'année suivante. Et nous sommes actuellement tous les deux en poste au lycée. Je me trompe, Willy ? Non, c'est totalement ça. D'accord. Alors, je te propose de commencer par une première question. Pourquoi as-tu voulu tenter l'agrégation ? Pourquoi l'agrégation ? Vraiment, c'était plutôt un défi. Enfin, déjà en licence, j'avais essayé par exemple de passer une épreuve une année avant d'avoir les cours. Par défi encore une fois. Et là, du coup, c'était un peu dans cette même dynamique de me dire, parce que je travaillais déjà à ce moment-là, et de me dire, bon, on va essayer de faire passer notre concours et de continuer d'évoluer. Parce que du coup, j'étais inspecteur des finances publiques. Et également, du coup, le métier m'intéressait beaucoup depuis que j'étais en licence j'étais dans une licence spécialisée dans la comptabilité. En fait, le cadre rigoureux m'avait tellement plu que, en fait, je me suis dit, j'aimerais vraiment enseigner la comptabilité dans ce domaine. Et du coup, c'était donc via l'agrégation. Et un dernier point, peut-être un peu plus long-termiste, c'est de me dire que la grille indiciaire de professeur agrégé, en fait, elle était quand même très élevée en concours externe. Et je me dis que dans tous les cas, j'ai tout intérêt à essayer de le passer, parce que au pire, même si je retourne dans d'autres ministères ou autre part, en fait, la grille indiciaire sera un avantage pour gagner beaucoup d'argent globalement. Un peu vénal dit comme ça, mais c'était ça. Et c'est quoi le taux de réussite pour l'agrégation d'économie ? Je crois, en général, ça tourne entre 20 et 25% pour l'option finance et contrôle. Je crois que cette année, on est un peu plus bas. Je crois qu'on était entre 17 et 20, mais je ne suis pas entièrement sûr. J'ai pas regardé, mais en général, c'est entre 20 et 25. Ok, en agrégation de lettres modernes, c'est 17% à peu près. Bon, autour des 20%, donc c'est à peu près équivalent. Et alors moi, pourquoi l'agrégation ? C'était dans la continuité de mon projet, parce que j'ai toujours voulu enseigner. Quand je suis arrivée au lycée, je me suis décidée pour le français. J'ai fait toutes mes études dans cette direction. J'ai passé le CAPES et après je me suis lancée dans l'agrégation sans penser l'obtenir du premier coup. Mais comme j'avais déjà le CAPES, j'étais assurée d'enseigner. Et puis l'agrégation, c'était pour moi un espoir d'améliorer ensuite ma carrière. Déjà la possibilité d'enseigner dans le supérieur, mais aussi gagner plus pour travailler moins. C'est non négligeable. C'est également ça. Ah, voilà, on est d'accord. Je voudrais revenir sur ton parcours universitaire. Qu'est-ce qui t'a amené à l'agrégation ? Quel parcours universitaire as-tu suivi ? Du coup, j'ai fait un bac S initialement et du coup, quand j'étais allé voir la conseillère d'orientation, que j'ai dit que j'aimais les chiffres, elle m'a redirigé soit vers les BTS ou la classe de DCG. Du coup, ce que j'ai fait, une licence DCG, donc on va dire spécialité comptabilité. C'est pas une licence, on va dire, classique, entre guillemets, qu'on passe à l'université, mais c'est c'est très épreuve nationale, du coup, voilà, où les sujets sont pas faits par les professeurs qui t'enseignent leur matière, mais c'est un peu comme un peu comme le bac ou le brevet, où du coup, c'est des matières, les matières similaires sur l'ensemble du territoire national. Du coup, voilà, donc une licence DCG. Ensuite, j'ai fait une maîtrise CESA, donc comptabilité contrôle audit. Ce que j'ai fait qu'un bac plus 4. Ensuite, du coup, en même temps, ce bac plus 4, j'ai rejoint les finances publiques. Du coup, j'étais inspecteur des finances. Et pendant que j'étais inspecteur des finances, j'ai validé mon master, c'est un DSCG, encore une fois, un master en comptabilité. Et donc, c'était ma première année, ma deuxième année des finances. Du coup, j'ai passé l'agrégation. Donc, c'est intéressant parce que toi, tu as un parcours où tu as déjà travaillé avant, tu as déjà eu une vie active, ce qui est pas du tout mon cas et pas du tout le cas de beaucoup d'agrégatifs. Moi, j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait 3 ans de classe préparatoire littéraire après un bac littéraire, ça paraît logique. Ensuite, j'ai fait un master MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, dans l'optique de passer le CAPES, que j'ai obtenu au bout de mon master. Et après, j'ai fait une dernière année d'études, donc c'était une année de préparation à l'agrégation en 1 an.
Après, ce que tu disais par rapport au fait que c'était pratique, justement qu'on ait deux parcours différents, c'est surtout pratique d'avoir fait d'autres ministères, c'est genre de pouvoir les comparer, de voir vraiment ce qui va, ce qui ne va pas dans... C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu qui fonctionne bien dans l'un et l'autre des ministères et qui fonctionne moins bien? Bah, après, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais tu sais, par exemple, quand on parlera pour les oraux, les remboursements de frais Oui, qui c'est vrai. n'existent pas, je crois, l'éducation nationale et qui est toute finance publique. Également, par rapport à la dématérialisation qui est quand même pas très très avancée à l'éducation nationale, enfin, ça avance quand même, mais par exemple, pour les dossiers qu'on doit donner en début d'année pour notre dossier de classement, par exemple, où c'est encore un peu en balbutiement. Donc, du coup, encore une fois, je trouve que l'autre ministère est plus avancé, mais encore une fois, c'est purement subjectif et c'est deux points cités comme ça, mais quand c'est quand même intéressant, ça permet d'avoir une vision un peu transversale. Là. Mais ce qui m'amène à une prochaine question, c'est quelle préparation avons-nous suivi respectivement pour passer l'agrégation? Puisque toi, tu travaillais, donc est-ce que tu as eu une préparation particulière? Du coup, non, en fait, je me suis basé que sur mes cours. Mais après, ce qui est pratique, c'est que ma licence, elle prépare à l'agrégation, même si c'était pas le but quand je l'avais rejointe. En fait, le programme de 2 des 3 épreuves, à l'écrit et à l'oral, c'est le programme de ma licence traité au niveau M1. Donc, au final, je me suis juste basé sur mes cours que je travaillais donc après le travail. Et également, j'ai pris contact avec mes professeurs de licence qui m'ont apporté beaucoup de conseils et de soutien globalement pour réussir au mieux ces épreuves. Et du coup, c'était globalement ça ma préparation. D'accord, donc tu étais candidat libre, mais à côté, tu travaillais en tant qu'inspecteur des finances. C'est ça. Ok. C'est ça. Je te tire mon chapeau parce que moi, j'en aurais été incapable. Bon, après, c'est pas la même agrégation, elles ont peut-être pas non plus le même niveau de difficulté. Hein, oui, c'est vrai. Bah, déjà, en termes d'épreuves, il y a peut-être moins d'épreuves. On reparlera du programme de chacune des agrégations. Mais d'un autre côté, ça reste quand même un concours très exigeant pour lesquels il y a des préparations. Donc moi, pour le coup, je l'ai pas passé en candidat libre. J'aurais été incapable de le faire. Moi, j'ai suivi une préparation à la faculté avec des cours 4 jours par semaine et des dissertations à rendre, des écrits notés, un concours blanc qui permettait vraiment de s'évaluer et de voir où on en était. Est-ce qu'on avait véritablement le niveau ou pas de passer l'agrégation? Parce que moi, j'étais persuadée qu'avec mes notes, je n'aurais pas l'agrégation, mais en fait, les notes que j'obtenais en cours, c'était des notes correctes pour l'agrégation. Et ça, je l'ai compris qu'au milieu de l'année. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, tu peux vraiment commencer à peut-être y croire un peu, quoi. Et cette préparation, ça te permet de te jauger vraiment. Sachant d'ailleurs, il existe aussi des préparations pour mon agrégation. L'agrégation que j'ai passée, mais il y a l'agrégation online, mais je crois que c'est également pour l'agrégation de lettres. Je crois que c'est pour toutes les agrégations, mais je peux me tromper. Mais je crois que c'est des formations distancielles ou sinon c'est une formation à Rennes en présentiel. Mais effectivement, je crois que c'est pas dans toutes les facultés, enfin, c'est pas dans beaucoup de facultés en tout cas, je crois que c'est que à Rennes pour celle d'économie et gestion, mais en tout cas, il y a possibilité de le faire en physique également. Ok. Ça, c'est intéressant. Les préparations agrégation, renseignez-vous peut-être avant de commencer votre master parce que peut-être que dans la ville où vous faites vos études, il y en a pas dans votre discipline. Par exemple, moi, je l'ai faite à Strasbourg, mais j'ai fait mon master à Strasbourg parce que, dans la perspective de potentiellement passer l'agrégation, parce que je savais qu'il y avait une prépa dans cette ville et qu'il n'y en avait pas à Nancy, ou pas une réputée, là où j'ai fait ma prépa, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour revenir sur la préparation, moi, je suis plutôt partisane du présentiel parce que t'as vraiment un contact avec les professeurs et surtout t'as des camarades aussi avec lesquels tu peux échanger, tu peux voir ce qu'ils produisent eux aussi, et puis aller en cours c'est vraiment motivant, tu t'obliges à te rendre en cours, et puis notre programme est tellement il change chaque année. Donc il faut vraiment avoir des spécialistes sur chacune des œuvres qu'on étudie. Et puis pour les matières techniques, c'est très difficile de travailler l'ancien français, le latin et la grammaire en autonomie. Il faut avoir déjà un cours pré-mâché par un professeur. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé pour mes 2 concours, que ce soit le CAPES ou l'agrégation. C'est bien, ça explique que la tienne est quand même beaucoup plus difficile en candidat libre que la mienne et que du coup, ça c'est normal que... Ouais. Ça aurait été plus compliqué pour toi. D'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que l'agrégation d'économie, elle est plus évidente à passer en candidat libre. Ça veut pas dire qu'elle est plus facile, mais en tout cas, il y a plus de latitude pour la passer en candidat libre.
Je pense, oui. Alors en parlant des différences de ces deux agrégations, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste, l'agrégation d'économie, quelles épreuves, quelle durée à l'écrit, à l'oral? Oui, alors, je pense bien c'est économie-gestion, parce que je crois qu'il y a une agrégation de sciences économiques et sociales, ou Ok. un sigle à peu près similaire. Sciences, économie, gestion. Ça, c'est quand tu sais, quand je parcours pour obtenir les résultats, voir si t'es dans les listes, tu vois toutes les listes d'agrégation. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs en économie, et moi, du coup, je sais jamais. Donc, sciences, économie, gestion. Je suis un peu perdue avec tout ça. Oui, il y en a beaucoup, mais du coup, moi, c'est bien économie-gestion. Économie-gestion, ok, je note. Et option finance et contrôle précisément. Ok. Et du coup, attends, c'était quoi Ah oui, les épreuves. Les épreuves. Du coup, il y a 3 écrits et 3 oraux, chacun de 5 heures, sachant que pour les oraux, sur les 5 heures, il y a 4 heures de préparation et 1 heure à l'oral. Et du coup, donc, c'est une dissertation de management qui est notée assez sévèrement en général, avec des moyennes aux alentours de 5-6. 2 dossiers, enfin un dossier d'économie, un dossier de droit fusionnant une seule épreuve, où à chaque fois il y a une question de cours, une question sur document et une dissertation. Et enfin, une épreuve du coup de spécialité où c'est des cas pratiques, que ce soit en informatique, en mercatique, ouais. Je n'ai plus les termes, en finance et contrôle, en ressources humaines, en production de services. Et du coup, à l'oral, c'est la même chose, si ce n'est que pour l'économie ou le droit, on en choisit un seul pour l'oral. Et du coup, à chaque fois, c'est dissertation management qui conduit à un cours, dissertation en droit ou en économie, et des cas pratiques qu'on doit introduire dans un cours sur l'épreuve d'option. Ok. Un peu moins d'épreuves que pour la grecque de lettres modernes. Nous, il y a 6 épreuves à l'écrit. Il y a 2 dissertations de littérature de 7 heures chacune. Donc une en littérature française et une en littérature comparée. Il y a 2 épreuves de grammaire, une d'ancien français et une de français moderne, chacune 3 heures. Il y a ensuite 2 versions, donc une de langue ancienne au choix latin ou grec ancien en 4 heures, et une autre de langue vivante au choix. Moi j'ai choisi anglais parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux, même si je la maîtrise pas tellement. Et donc ça c'est pour l'écrit. Et pour l'oral, on a 4 épreuves. Une leçon en 6 heures de préparation et 50 minutes de passage. C'est ni plus ni moins qu'une dissertation avec un thème sur une œuvre au programme. On a un commentaire de texte sur programme avec question de grammaire. Ça, c'est 2h30 de préparation, je crois, ou 2 heures, et 50 minutes de passage. Ensuite, tu as un commentaire de littérature comparée sur programme. Là, c'est 2h30 de préparation et 40 minutes de passage. Et un commentaire de texte hors programme, cette fois-ci, explication linéaire. Et là, c'est 2 heures de préparation et 40 minutes de passage. Effectivement, ton organisation a l'air quand même plus éprouvante que celle d'économie-gestion, qui doit être parmi les plus courtes en termes de durée d'épreuve. Ouais, peut-être. Il y a aussi, je pense, celle d'EPS qui doit pas être, qui me paraissait beaucoup plus légère en termes de nombre d'épreuves. Oui. Oui, il y a peut-être que 2 ou 3 écrits également. Ouais. Peut-être un peu plus long, mais oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très dense non plus. Après, ce qui se justifie aussi par le fait que là, c'est une agrégation de lettres, donc a priori, nous sommes des professeurs de français, on doit rédiger beaucoup. Oui, ça semble logique, effectivement. Comment tu t'es préparé au concours? Combien de temps par jour tu consacrais à tes révisions, à ton apprentissage? Je dirais entre 1 heure et 2 heures par jour, sachant que je travaillais pas tous les jours. Bon, forcément, il y a des moments où on a des baisses d'envie ou de motivation. Bien sûr. À peu près 1 à 2 heures, sachant que j'avais commencé, je crois, en juillet donc l'année avant les épreuves, vu que les épreuves étaient aux alentours de février. Donc, oui, à peu près, de manière générale, 14 heures hebdomadaires. Après, moi, j'avais l'avantage d'avoir donc déjà une base assez tangible, vu que c'était tout. Quand j'ai pris mes cours, je les ai révisés plusieurs fois en boucle pour les connaître à peu près par cœur. De licence, et plus sur un peu d'actualisation, mais du coup, effectivement, sans base tangible, il faudrait tout prendre de zéro. Je pense que le travail sera quand même beaucoup plus conséquent. Je voulais te demander, du coup, tu disais que tu avais commencé en juillet, mais est-ce que vous avez des programmes pour votre agrégation d'économie-gestion? Oui, tout à fait. Oui, moi, je pense que c'est pour toutes les agrégations, mais oui. Ouais. D'ailleurs, pour l'épreuve de management de droit économie, j'ai plus le terme exact, mais c'est tous les programmes de STMG
plus de BTS, comment dire, les programmes de droit économie management de BTS, plus de ma licence management, licence ACG, pardon, traité au niveau M1. Et c'est juste pour l'épreuve d'option, que ce soit comptabilité ou ressources humaines, où là, il y a un listing de 2 pages de points à connaître, de concepts à maîtriser. Mais est-ce que votre programme, il change d'une année sur l'autre? Non. Il y a parfois quelques points qui changent. Parce que, en plus du programmement, en général, en management de droit économie, ils ajoutent 4-5 autres points où ils disent, ceux-là, il faut les connaître. Ceux-là, ils changent parfois. En économie, ils en changent un sur les 5 chaque année, mais non, sinon, c'est vraiment tout le temps le même programme, ce qui est assez pratique. Oui, tu m'étonnes. Bah, c'est encore une fois un des gros points de différence, c'est que nous, le programme d'œuvre, il est renouvelé chaque année en littérature française, et en littérature comparée, il est renouvelé de moitié chaque année. Donc il y a des trucs qui restent, genre les matières techniques, l'ancien français, la grammaire moderne, le latin, mais pour ce qui est matière à dissertation, chaque année le programme change. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, si tu rates l'agrégation unique, il faut se replonger dans le programme, c'est beaucoup plus délicat. C'est pour ça que j'ai toute mon admiration pour les personnes qui repassent l'agrégation plusieurs fois. Enfin, en lettres modernes, c'est vraiment se replonger dans des œuvres. Moi, je vais te dire, le programme est sorti au mois d'avril. J'avais pas encore le CAPES, c'est juste avant les oraux du CAPES, que je me suis lancée dans la lecture parce que j'avais littéralement 13 bouquins à lire pour la rentrée de septembre. Oui, et en plus c'était pas des petits bouquins, il y en a qui étaient petits, mais il y en a c'était des trucs du style 800 pages quoi, donc oui, en effet. Ouais. Donc c'était assez conséquent. Et alors moi, le temps que je consacrais au travail, déjà moi j'allais en cours, donc c'était déjà travailler les œuvres, mais après quand je rentrais chez moi, généralement des journées où j'avais cours, je travaillais 2 heures environ, comme toi. Les jours où j'avais pas cours et où je pouvais me dégager du temps pour travailler, j'essayais quand même de travailler un peu plus, du genre entre 4 et 6 heures. Et pendant ces heures-là, je faisais des blocs de 2 heures de travail à peu près. Le matin, plutôt des matières à dissertation qui exigeaient beaucoup de concentration. Donc là, je relisais les cours, je les remettais en forme. J'ouvrais les livres, je tirais des citations, je les apprenais par cœur. Je faisais des dissertations. Ensuite, l'après-midi, je faisais plutôt les matières techniques, style le latin ou la grammaire que je maîtrisais un peu mieux. Et puis là, je faisais des fiches, je m'entraînais sur des sujets, je faisais des versions. Donc voilà. Mais je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il faut pas travailler tous les jours comme un dingue, parce que sinon, on va devenir fou. Oui, il faut essayer de varier aussi pour pas perdre en motivation et que le cerveau reste stimulé globalement. C'est ça, varier les matières, pas faire toute une journée sur de la dissertation, mais faire des créneaux de 1 heure ou 2 heures sur tel ou tel point. Je pense que je me demandais, tu disais qu'il y avait des ouvrages, on va dire, de différentes tailles, on va dire entre 200 et 800 pages globalement. C'est à peu près ça la fourchette. Ouais, même certains 100 pages même. D'accord. Est-ce que le nombre de pages est proportionnel au temps que tu dois y passer, pas en lecture évidemment, ça c'est logique, mais par rapport à l'assimilation pour comprendre et être capable de faire un commentaire sur ce texte? Non, je dirais non, parce qu'en fait, typiquement, si tu veux, on avait par exemple des pièces de théâtre qui faisaient même pas 100 pages l'année dernière, mais en fait elles étaient tellement complexes que moi je les ai moins comprises que un livre comme L'Astrée d'Honoré Durfé qui fait quasiment 1000 pages. Le tome 1 seulement, mais nous on avait que le tome 1 à lire, fort heureusement. Et en fait c'est pas proportionnel du tout, parce que pour des livres comme L'Astrée, qui sont des romans avec une intrigue, etc., c'est plus facile à suivre ou à se représenter qu'une pièce de théâtre sur le thème de la communication, où là tu vas devoir poser énormément de questions, travailler beaucoup, et donc moi, par exemple, je trouve que j'arrivais mieux à maîtriser un gros roman qu'une petite pièce de théâtre. Ouais. Donc, tu vois, franchement, c'est pas proportionnel, ça varie vraiment, c'est le degré de complexité du texte, en fait, qui est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors ensuite, je voulais te demander, là plus par rapport aux oraux, d'abord, tu parlais tout à l'heure des différents ministères. Je voulais parler du financement des oraux. Déjà, où étaient tes oraux et comment tu as pu les financer, parce qu'il faut se loger, il faut trouver pour les transports aussi. Oui, du coup moi c'était au lycée Gustave Flaubert de Rouen, Okay. Rouen plutôt.
Donc, tant mieux pour ceux qui habitaient dans l'Ouest, mais du coup, non, justement, ce qui était bien avec la DGFiP, enfin le ministère des Finances, c'est qu'effectivement, pour tout ce qui est concours, ils remboursent une fois l'admissibilité, ils remboursent toutes les éditions que tu passes en un an. Ah ouais. Oui, tout à fait. C'est très, oui, honnêtement, c'est très sympathique de leur part. Même si c'est dans notre ministère, du coup, vraiment, tu veux partir de chez eux, c'est... Mais c'est incroyable. Je sais pas, merci. Et voilà, je comprends. Je suis assez étonné parce que oui, j'en parlais avec une collègue qui était professeure depuis longtemps, qui pareil venait de la même, qui avait passé à Besançon comme moi le concours, et qui du coup a dû se déplacer 3 fois sur Rouen. Effectivement, le choix que le ministère ne l'a pas payé, j'étais assez étonné. Ah ben là, je pensais qu'il y avait des défraiements ou quelque chose, mais non, c'est... Non, mais c'est ça qui est affolant, c'est que nous, on n'est absolument pas remboursés. Moi, je me pose la question pour ceux qui en plus habitent au département d'outre-mer. Eux, ils doivent carrément prendre un billet d'avion pour venir. Alors, j'espère pour eux que c'est remboursé. Il me semble que c'est remboursé. Mais par contre, si tu viens d'une autre région, nous, par exemple, l'agrégation de lettres modernes, les oraux sont dans le 16e à Paris. Eh bien, moi, j'habite à Strasbourg, donc j'ai dû faire les déplacements. Alors, heureusement, en Ouigo, en train, ça se fait bien. Hein, pour 20 €, t'as un train. Mais après, il faut vivre sur place. Et en plus, il faut vivre plusieurs jours, donc ça coûte cher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'appartement d'une abonnée qui m'a été prêté pendant 1 mois. Je la remercie infiniment et je ne cesserai jamais de la remercier. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Mais pour mes camarades, c'était plus compliqué. Il y en a qui ont été obligés de loger chez des amis en périphérie de Paris. Donc, prendre les transports, le métro, se taper 1 heure de trajet le matin quand tu dois commencer ton oral à 7 heures. Bon, voilà. Ou alors, il fallait trouver un hôtel hyper cher à côté. Enfin, c'est pas facile à gérer toutes ces questions-là. Justement, c'est étonnant parce que justement, je pensais que le but du ministère serait justement de permettre aux professeurs de pouvoir évoluer dans leur carrière, mais effectivement, il y a comme des freins qu'on peut constater avec ça, ce qui est un peu dommage, je trouve personnellement. Peut-être que les choses bougeront, mais ça favorise pas le fait de se dire je vais me plonger dans un concours et traverser 3 fois la France. Bon, si on n'est pas sûr au final qu'on y aille gagner, c'est pas forcément évident. Mais oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui investissent plusieurs centaines d'euros là-dedans et qui sont même pas sûrs d'être admis finalement. Oui. Donc c'est ça le pire. Et puis toujours pour parler de département d'outre-mer, eux quand ils passent les écrits, comme ils sont en décalage horaire par rapport à nous, notamment à la Polynésie française, je crois qu'ils passent les écrits la nuit. Donc comment veux-tu être bien réveillé la nuit ? C'est waouh. C'est vrai que c'est très délicat pour eux, ça va être compliqué, oui. C'est pour ça, donc les conditions d'accès au concours me semblent pas tout à fait égales, on va dire. Je voulais te demander, les oraux, comment tu les as vécus, toi ? Le fait d'être face à un jury, est-ce que tu aurais des conseils à donner aussi pour la préparation des oraux ? Oui, j'ai juste déjà commencé par les conseils pendant que j'y songe. Je pense que au-delà de relire les rapports des jurys, ça sert pour les écrits et les oraux, il faut absolument le faire. C'est la première chose à faire, je pense, quand je pense dans ce genre d'épreuve. En plus de regarder les sujets, c'est de regarder qui seront les membres du jury et particulièrement s'intéresser à tous les professeurs chercheurs qui en tout cas font des travaux de recherche. Que la plupart d'entre eux ont construit leurs travaux sur Cairn et globalement il y a de grandes chances, même que ce soit pas forcément le cas, mais que les sujets sur lesquels vous tombiez à l'oral puissent être sur l'un des sujets de ce professeur-chercheur, vu que globalement, eux, les agrégés vont concevoir les sujets. Bon, les agrégés qui n'ont pas forcément de spécialité, mais comme les chercheurs en ont une, généralement, quand ils vont faire un sujet, il y a de grandes chances à ce que ce soit par rapport à ce qu'ils maîtrisent le mieux, donc par rapport à leur travail de recherche. Et ça peut grandement aider, s'il y a un sujet sur l'une de leurs spécialités que vous avez pensé sur leurs travaux et que vous avez gardé sur vous, vous pourrez les réutiliser, ça pourra être grandement bénéfique, justement pour avoir une bonne note. Et sinon, comment je fais les codes ? Non, plutôt bien. C'est vrai que c'est assez stressant, surtout vis-à-vis de la gestion du temps, parce que on se rend pas compte, les 4 heures à préparer un oral, ça passe très très vite. Mais au final, c'est comme une très très bonne expérience qu'on est quand même face à des personnes, on va dire, avec un très haut niveau technique, ou culturel. Et du coup, c'est quand même très très enrichissant, même si c'est assez stressant, parce que la présence qu'ils ont quand même est assez intimidante, je trouve, mais c'est quand même une très bonne expérience, selon moi. Ok. Ce que tu disais par rapport... Alors déjà, les rapports de jury, oui, c'est évident pour les écrits ou pour les oraux.
il faut les lire, il faut les poncer. Moi, à la fin, je les connaissais quasiment par cœur, autant que les œuvres au programme. Mais ce à quoi j'avais pas prêté attention, moi, c'était effectivement regarder qui sont les membres du jury. Et moi, en fait, il m'est arrivé cette année, le jour de la pré-rentrée, dans la salle, il y avait une prof qui est professeure en prépa dans mon lycée, qui était l'une de mes jurys d'agrégation à l'oral. On était dans la même salle, donc c'est assez surprenant. Et ce que tu dis, c'est vrai. Alors peut-être que pour les lettres, ça l'est un peu moins, mais tout de même, moi j'invite les gens qui passent l'agrégation cette année à se renseigner notamment sur le spécialiste de littérature chinoise en France à propos de l'œuvre chinoise pour la littérature comparée. Parce que comme ça, vous éviterez de vous taper, comme moi, un 5 sur 20 face à ce personnage le jour de l'oral. C'est un bon conseil, en effet. Oui, donc merci de le rappeler. Effectivement, ça peut être intéressant aussi de regarder un petit peu qui est au jury et voir si on reconnaît des noms. Comment tu as vécu finalement cette année de préparation à l'agrégation ? Ouais. Assez bien. C'est vrai que je me suis rendu compte quand même que ça prenait quand même beaucoup de temps, parce qu'effectivement, je travaille, je rentre, je révise. Hein, c'est à peu près ma routine, avec notamment les premiers jours quand j'avais repris à m'endormir avec mes fiches sur moi en les disant dans ma tête pour essayer de m'en rappeler. Donc quand même assez prenant. Mais en soi, ça va. De toute façon, je me disais qu'au final, j'avais pas grand-chose à perdre. Enfin, je veux dire, dans tout cas, j'avais mon emploi, donc c'était pas dramatique. Mais c'est quand même une année assez lourde. Hein, c'est quand même le point. Le point principal à retenir, c'est une année lourde en travail et en investissement, mais qui au final en vaut la peine et qui est quand même très gratifiante à la fin du moment qu'on passe aux euros, je trouve. Ok. Bah moi je l'ai vécu très mal les 6 premiers mois. C'était clairement les pires moments de ma scolarité entière. Et à partir du mois de janvier, quand on a eu le premier concours blanc qui m'a un peu réconfortée, parce que je me suis dit que j'avais peut-être le niveau d'avoir l'agrégation, ou en tout cas les écrits, ça m'a reboosté. Et puis aussi le fait de passer les écrits avec mes camarades, je me suis rapprochée de mes camarades, je me suis sentie moins seule, et de janvier à juin ça n'a été que de mieux en mieux, et finalement ça a été une partie de l'année plutôt agréable pour moi. Puis en plus la préparation aux oraux, tu as moins de cours, donc tu as plus de temps libre aussi pour travailler toi de ton côté. Et je voulais revenir sur cette question de la solitude. Toi, tu as préparé donc l'agrégation tout seul, tu n'avais pas de camarades. Est-ce que ça t'a posé problème ? Non, pas du tout. Après, moi, j'ai surtout vu comme un défi. Donc, au final, moi, j'étais surtout canalisé par se dire, je vais peut-être y arriver et choquer tout le monde quand je serai d'entrée. Donc, non, je n'ai pas senti de solitude par rapport à ce concours. Alors, je peux vraiment revenir sur un point. Tu disais que tu pensais avoir... quand tu as peut-être le niveau de l'agrégation, mais au final, tu l'as eu, avec beaucoup d'avance par rapport à la barre d'admission, ou non, ça quand même au final été juste ça. Pour te donner un ordre d'idée, au CAPES, j'ai eu un excellent classement parce que j'étais formatée pour ce concours. C'était vraiment le concours qui me convenait le mieux. J'ai été 2e nationale sur 606. Et j'ai eu des notes... Merci. Et j'ai eu des notes absolument mirobolantes. Hein. J'ai eu des 18, des 20, des 19,5. L'agrégation, c'était un peu différent parce que j'étais un peu moins formatée pour ce concours. Il me manquait des connaissances, il me manquait de la rigueur sur certains points. Et du coup, j'ai été classée 79 sur 136. Donc, tu vois, première moitié de la dernière moitié, enfin de la seconde moitié finalement. C'est déjà très honorable. Hein. C'est honorable. Moi, de toute façon, tout ce que je voulais, c'était l'avoir. Je m'en foutais même d'être 136 sur 136. Je la voulais, c'est tout. J'avais pas les mêmes ambitions que pour le CAPES, si tu veux. Et donc, voilà, j'étais 79. Et pour le coup, s'il y avait pas eu les écrits, j'aurais pas eu l'agrégation parce que j'ai eu des résultats minables à l'oral. À l'écrit, ça s'est plutôt bien passé. Il y a une dissertation, j'ai réussi à avoir 16. En grammaire, j'ai eu 13. En latin, j'ai eu 17,5. Par contre, à l'oral, j'ai eu, par exemple, 3,67 sur 20. J'ai eu un 5 sur 20. Ma meilleure note, c'était 12. Donc, tu vois, j'ai vraiment chuté à l'oral. Et ça, je m'y attendais parce que je suis bien meilleure à l'écrit qu'à l'oral. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais te poser. Toi, par rapport à la différence entre les deux, tu te sentais à l'aise plutôt à l'écrit ou plutôt à l'oral ? Je me sentais
plus à l'aise à l'écrit, j'ai envie de dire, mais au final, je crois que mes notes étaient meilleures à l'oral, je suis en train de calculer. Je crois que j'ai des meilleures notes à l'oral, mais non, je me sentais beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Mais en fait, de base, je sais pas si ça se montre d'ailleurs pendant l'appel, mais je cafouille un peu et j'ai tendance à parler vite. Ok. Et pas pour m'avantager. D'ailleurs, quand j'en parlais à mes collègues de travail que je voulais passer ce concours, je disais, c'est les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est articule. Ah ouais, ok. Donc honnêtement, je pensais que ce serait compliqué, mais du coup, effectivement, j'étais moins à l'aise, mais au final, ça s'est pas ressenti sur les notes étonnamment, ce que j'ai eu. Attends, j'essaie de faire la moyenne. J'ai eu 19, 12 et 4 à l'oral. Et j'ai eu 5,5, 10 et 16 à l'écrit. Donc non, un peu moins, effectivement. Mais non, je me sentais plus à l'aise à l'écrit. Honnêtement, il y a les dissertations de manière générale, je pense que écrit oral, c'est compliqué de se sentir à l'aise quand les sujets sont un peu, je veux dire, lunaires, enfin en tout cas, dire très très vaste pour te forcer à réfléchir, à utiliser plusieurs pans de connaissances. C'est intéressant parce que, ça me fait trop rire tes notes en fait à chaque fois, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral, t'as une excellente note, une note moyenne et une note pas terrible. C'est exactement, oui, c'est exactement ça. Et vraiment pourtant, ça a changé. C'est-à-dire qu'en management où j'ai eu 5,5, j'ai eu 12. Pourtant, je pensais avoir un comme pas possible. Et le 10 que j'ai eu, donc en éco-droit, j'ai notamment eu 7 sur 10 en droit. Et donc, c'est le temps que j'ai les prises à l'oral où j'ai eu 4 sur 20. C'est très étonnant. Ah ouais. Ok. Bah, franchement, top. Intéressant. Franchement, c'est rigolo cette régularité dans les notes. Oui. Est-ce que tu as eu la tentation de l'abandon à un moment donné dans l'année où tu t'es dit, franchement, est-ce que c'est bien ce qu'il fallait que je fasse ? Pas vraiment. Parfois, en fait, je me posais quand même la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter la DGFiP pour passer à l'éducation nationale. Et après, je me rappelais quand même qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Notamment, au pire, je reviens plus tard à la DGFiP. Et puis, encore une fois, je vais finir la meilleure indiciaire. Donc, j'avais quand même des moments où je me disais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir tout ce temps ? Mais de manière générale, il y avait des remises en question, mais de me dire j'abandonne, je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. Okay. Donc, de manière, je me disais qu'au pire, je réussis pas, c'est pas grave. Encore une fois, c'était juste un défi personnel. Mais le seul moment où vraiment, j'en ai eu marre, c'était quand j'étais à Paris, quand j'ai dû faire un changement de gare pour aller jusqu'à Rouen. Ouais. Où vraiment, j'étais assez chargé. Mais parce que pour notre agrégation, pour les oraux, en fait, on a le droit de prendre toutes les affaires qu'on veut, sauf Internet. Donc j'avais pris tous mes cours de licence qui faisaient, je sais pas que peser, mais ça devait faire au moins peut-être 20-30 kilos dans une valise et un sac, un gros sac de rugby. Et quand ma valise a cassé, en fait, j'étais perdu dans Paris, c'était la grosse galère. Et là, à ce moment-là, j'en ai eu marre parce que je me disais que j'arriverais jamais à Rouen. Mais non, sinon, la manière générale, l'abandon, ça allait. Ah, l'angoisse. Ouais. Mais alors, ça c'est une autre différence, c'est que nous, tous les livres sont fournis, on n'a pas le droit de ramener des documents personnels. Et vous devez littéralement ramener votre bibliothèque entière, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est quoi les livres qui vous fournissent concrètement ? C'est genre les œuvres En fait, on a les œuvres déjà sur lesquelles on passe, enfin les œuvres qu'on lit toute l'année qui sont au programme de l'écrit et de l'oral. Et on a également des dictionnaires. Alors, on a un dictionnaire de langue française, on a un dictionnaire d'ancien français, on a un dictionnaire... je sais plus si on a un dictionnaire de latin, je crois qu'on a un dictionnaire de latin. Et on a un dictionnaire de mythologie aussi. Mais c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre, on a droit à rien d'autre. Effectivement, ça fait un peu plus élitiste ton agrégation, je trouve. C'est vraiment purement les connaissances que vous avez et non pas, on va dire, l'aide à droite à gauche que vous pouvez récupérer. Ouais, exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc il faut venir armé, on va dire. Et alors, moi, franchement, j'ai jamais... Ce mot abandon, il fait pas partie de mon vocabulaire, mais dès le début de l'année, je me suis pas sentie à ma place, un peu comme quand je suis arrivée en prépa littéraire. Je me sentais nulle par rapport à mes camarades. Et là où ton cas est peut-être avantageux, c'est que toi, du coup, tu te comparais pas aux autres comme t'étais pas dans une prépa. Mais moi, j'avais les autres qui avaient des bonnes notes, certains qui étaient vraiment en tête dans la classe. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils vont forcément être devant moi au concours. Et il y aura pas de place pour moi. Donc ça me démoralisait un peu. Mais je me suis jamais dit que j'allais abandonner parce que... En fait, il faut y croire. Même si tu y crois pas, il faut continuer à travailler. Je veux dire, tu t'es engagé là-dedans, tu consacres une année de ta vie à faire ça, t'y vas à fond, quoi. Tu te dis pas, j'essaie, mais tu y vas. Mais c'est vrai que l'aspect
comment dire, être avec des personnes effectivement, comme tu dis. Non, mais tu disais que c'était mieux d'être seul parce que justement, je me comparais pas aux autres. Enfin, du coup, je voyais pas leurs notes. C'est globalement ça que tu voulais dire. C'est mieux d'être seul parce que. Ouais, c'est ça. Effectivement, après, l'inconvénient, c'est que, par contre, si jamais j'étais mauvais, en fait, j'avais pas moyen de savoir là où, par contre, toi, du coup, tu as plus facilement des axes d'amélioration en voyant ce qui ne va pas, justement, en étant corrigé par des professeurs compétents. Ouais, évidemment. Bah, c'est ça. Ça, c'est l'avantage, c'est que t'as les corrections, t'as les devoirs, les dissertations que tu rends, les concours blancs, etc. Les oraux aussi que tu peux passer. Mais, voilà, le retour de bâton, c'est que, forcément, tu te compares aux autres et il faut pas se comparer aux autres, il faut justement profiter des autres pour s'améliorer, discuter avec eux, voir ce qu'il y a de bien chez eux, voir ce qu'il y a de moins bien. Moi, c'est la première année où j'ai travaillé avec un binôme de travail et ça m'a beaucoup aidé dans des moments où, par exemple, j'arrivais plus à travailler. Et avant les écrits, par exemple, on a été à la bibliothèque. Lui non plus n'arrivait plus à réviser et en fait on se faisait des sujets de dissertation ensemble et ça nous a beaucoup raccroché au concours et ça nous a aidé à avancer alors qu'on n'en pouvait plus quoi. Oui, et c'est vrai que l'aspect entraide il est vraiment très important. En tout cas c'est ce que me disait mon professeur de management qui enseigne aussi en ECS. Je crois que c'est une prépa économique, j'ai plus le sigle exact, mais que globalement les années où les élèves se tiraient dans les pattes, il n'y en avait aucun qui avait les meilleures écoles, les écoles de commerce d'économie, mais que les années où c'est en travail, il y en a toujours un ou deux, donc effectivement l'entraide, je pense que c'est vraiment primordial plutôt que de dire d'avoir une vision solitaire et juste essayer d'écraser les autres. Je pense pas que ce soit la bonne approche pour un concours. Non, même si en concours, le but c'est d'être meilleur que les autres, il faut pas être meilleur que les autres en les écrasant parce que c'est là qu'on risque de s'attirer les foudres des autres et à rester seul, à s'isoler. Oui, et au final, si on s'isole, on aura moins d'aide pour progresser. Ouais, c'est ça. Je voulais te parler maintenant un petit peu de l'après-agrégation. Que se passe-t-il ? Déjà, je voulais te parler de la phase de vœux. Quand as-tu rempli tes vœux, en fait, pour cette année, pour ton affectation ? Et est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tu as obtenu les vœux que tu souhaitais ? J'avoue, ça a un peu brumeux dans mon esprit, mais je crois que en juin, j'ai dû faire les vœux pour choisir mon académie et en juillet, choisir mon établissement dans l'académie. Mm-hmm. Mais ce qui était pratique, c'est en soi, pour choisir l'académie, on avait beaucoup de temps, on avait au moins 2-3 semaines minimum, donc c'est assez pratique. Mais ce qui est assez embêtant par contre, c'est que pour choisir les établissements dans l'académie de Nancy-Metz, on avait 26 heures. Enfin, de base, c'est 24 heures, bon, on nous a ajouté 2 heures par grande clémence parce qu'il y avait un peu l'informatique. Mais ce qui est quand même assez délicat, je trouve. Encore une fois, comme nous, on n'a pas beaucoup de choses que économie-gestion, il n'y a pas beaucoup de lycées qui la font, ça va. Et j'imagine des matières plus générales, peut-être comme la tienne ou les mathématiques, où tu as tous les établissements et tu veux peut-être t'amuser à comparer. Je trouve que ça fait peur. Les barèmes et puis les mutations sont différentes suivant les disciplines. Ça, c'est encore un point de différence. Mais nous, par rapport au calendrier, on passait les écrits en mars, on avait les résultats d'admissibilité en fin avril, et ensuite on devait remplir les vœux en fin mai, début juin. Moi, je me souviens, j'avais rempli mes vœux alors que j'ai eu la bonne idée de partir au Québec, en voyage, juste avant les oraux. Mais ce que je trouve bizarre quand même, c'est que on demande aux admissibles de remplir des vœux alors qu'ils ne savent pas s'ils seront admis ou pas. C'est trop bizarre. C'est bizarre, ça donne un peu un faux espoir, effectivement. Ouais, carrément. Le résultat des vœux interacadémiques, donc de l'académie, c'était début juillet. Et après, alors moi, j'avais 48 heures pour faire un choix de ville dans mon académie. C'est hyper court. Si t'as pas de connexion internet, t'es dans la merde. Et moi, j'ai eu les résultats vers le 18 juillet, un truc comme ça. Ouais, ça doit être à peu près la même date. J'ai pas la date exacte, mais c'est à peu près dans ce jour-là. Mais je crois que c'est la même date pour tout le monde dans une académie même, donc ça doit être à peu près pareil. Mais ce qui est quand même assez tard, honnêtement, trouver un logement mi-juillet pour début septembre, c'est pas forcément évident, surtout qu'il y a notre boîte préavis pour le logement précédent si on change d'académie. C'est quand même un petit peu tardif. Ah mais tout à fait, c'est même trop tardif, c'est super chaud. Moi en plus je travaillais, donc j'étais pas chez moi. J'ai pu rendre mon appartement d'étudiante début juillet. Après, heureusement, j'ai pu vivre chez mes parents. Mais après, j'ai travaillé. Et puis alors là, pour trouver un logement, c'est short, quoi. Enfin, moi, j'ai fait une visite, c'était la bonne. J'ai eu de la chance, quoi.
Oui, c'est vrai que je me disais qu'avec notre profil, ce serait facile, mais j'ai dû en faire 3, je crois, pour en trouver un. Maintenant, je pense un peu stressé, justement, à ce niveau-là. Ouais. Mais toi, du coup, t'es retourné chez tes parents ou tu vivais déjà chez tes parents? Pas du tout. Non, en fait, de base, je vis dans le Jura, mais je travaillais en Haute-Saône. Ah oui. Peut-être c'est les 1% de la population qui connaissent ce département. Et du coup, non, là, j'ai rejoint ma conjointe dans l'académie de Nancy. Comment se passe ta vie maintenant? Est-ce que tu apprécies ton métier? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que tu t'attendais à ça après avoir passé l'agrégation? J'avoue, je m'attendais vraiment pas à ça. Après, je n'étais peut-être pas assez renseigné. Je me suis dit, ce sera à peu près la même chose, ce sera une année plutôt tranquille. En fait, pas du tout. Du coup, une semaine avant la rentrée, apprendre les matières qu'on devrait enseigner. C'est divers et varié, donc une semaine avant la rentrée, je trouve ça un petit peu court personnellement pour Puis non, il y a quand même. Puis non, en soi, sinon, le travail, il est très intéressant. Après, il peut avoir le problème de poser un cadre qui peut être un peu délicat, mais après, ça, c'est propre aux personnalités de chacun. Mais oui, sinon ça va, mais le seul assez gros bémol, selon moi, c'est les à côté du travail. Est-ce que comme je suis mi-temps, 90 heures d'auto-formation de son côté, plus deux écrits réflectifs pour valider notre année d'INSPE. Après, l'INSPE, si on le valide pas, c'est pas grave, on peut quand même être professeur dès lors qu'on était bon en tant qu'enseignant. Mais il y a quand même beaucoup d'à côté qui sont assez lourds auxquels personnellement je ne m'attendais pas. Alors ça c'est le problème du mi-temps, mais moi je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, moi j'ai la chance d'avoir fait un master MEF avant, et donc je suis à temps plein. Donc ce qui change par rapport au mi-temps, c'est que déjà j'enseigne à temps plein, j'ai mes 15 heures par semaine, mais je n'ai quasiment pas de formation, j'ai genre une formation toutes les 3 semaines. Et surtout, j'ai pas de compte à rendre, je suis pas étudiante, j'ai pas des examens à passer, des rendus à faire, j'ai pas ces 90 heures de formation à faire en plus à côté. Et j'ai appris ça parce que j'ai un ami, un camarade de promo qui est aussi... Enfin, tous mes camarades de promo sont à mi-temps parce qu'ils n'ont pas fait de master MEF, mais ils sont dans ce cas-là, et genre, ils n'en peuvent plus. Là, mon camarade, il est en train de faire une formation PSC1 pour essayer de remplir ses heures de formation. Il fait des visios aussi pour des formations ça et là. Mais je trouve que c'est plutôt handicapant que de vous aider, parce que vous avez quand même des cours à faire, à préparer, et le temps de formation, vous pourriez l'utiliser plutôt pour préparer des cours. Exactement. Après, si on pouvait choisir des modèles de formation qui nous intéressent, on va le dire que ce soit assez fléché, qu'on n'ait pas beaucoup de temps de recherche pour le trouver, ça pourrait être pertinent. Oui. Mais effectivement, là, je pense que c'est plutôt une course à trouver absolument ces 90 heures d'auto-formation pour au moins une partie. Et du coup, l'objectif de la personnalisation dont on choisit de nous-mêmes nos 90 heures, il part un point d'intérêt parce qu'on a quand même une partie il nous faut absolument, donc on va trouver ce qu'on trouve et on sent qu'on contentera. Et est-ce que tu trouves que passer l'agrégation, ça a un lien, ça a un rapport avec le métier que tu fais aujourd'hui? Est-ce que pour toi, c'est bien de nous faire passer ce concours-là pour enseigner dans le secondaire, en particulier au lycée? Enfin, du coup, ce serait mieux de passer l'agrégation plutôt que le CAPES, c'est ça là? Oui, est-ce que ce serait mieux? Et puis surtout, est-ce qu'un tel concours, un aussi haut niveau d'exigence est nécessaire pour enseigner au lycée, d'après toi? Non, je pense qu'on peut enseigner. De toute façon, moi, avec le CAPET d'éco-gestion, on peut pas enseigner au collège vu qu'il n'y a pas d'économie-gestion avant le lycée. Donc, du coup, c'est vite répondu de ce point de vue-là. Ouais. Mais non, je pense qu'un CAPET est largement suffisant pour enseigner à des lycéens. Même, je pense, la matière que j'enseigne au BTS... avec un CAPET, je pense que c'est tout à fait faisable. Je précisais juste que le CAPET, c'est l'équivalent du CAPES pour les lettres modernes. Ah oui, c'est ça. Avec du coup 2 écrits et 2 oraux, ce coup-ci au lieu de 3 et 3. Dans ce cas-là, quel serait selon toi le sens de ce concours? Pourquoi est-ce qu'il faudrait passer ce concours, et surtout, quelle est sa légitimité? Le passer plutôt que le CAPET, Ouais. Honnêtement, c'est surtout des avantages financiers et de temps, parce qu'on travaille moins, ou les heures qu'on fait, du coup, elles sont mieux rémunérées. Ouais. Je veux dire, fondamentalement, il n'y a pas tant de différence. Ok, on passe un concours avec un plus haut niveau d'exigence, mais bon, dans tous les cas, ça reste un concours, donc j'ai envie de dire que si une année, tous les élèves sont mauvais, l'agrégation, du coup, elle sera plus simple, et ça veut pas forcément dire qu'on est meilleur. Pourtant, est-ce qu'il y a une légitimité? Effectivement, on est censé être plus compétent sur des matières générales,
général, mais tu vois, je me compare par exemple avec mes collègues qui n'ont qu'un CAPET, qui enseignent depuis une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Ils enseignent des matières très techniques à des BTS où honnêtement, je me vois incapable de le faire. Toi, enseigner de manière générale du management, du droit, de l'économie, pourquoi pas, ça, enfin, je suis parmi pour. Mais par exemple, au début, la directrice déléguée aux formations techniques, enfin, c'est un peu la directrice adjointe pour les matières techniques, elle m'a proposé d'enseigner, je crois, la relation usagée ou la dématérialisation, enfin, sujet qui vraiment, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Donc, alors que du coup, finalement, d'autres professeurs qui ont qu'un CAPET, enfin, avec des guillemets, ils ont pu le faire, donc une légitimité. Au final, pas tant que ça, c'est surtout l'expérience qui va jouer par la suite. Et les expériences à côté, en tout cas pour ma matière, quand on voit c'est technique et du coup, les expériences à côté peuvent être très bénéfiques pour enseigner, notamment des BTS. Légitimité, donc pas tant que ça, je trouve. C'est ce qui différencie effectivement les matières techniques des matières plus théoriques comme la littérature, où nous, il y a des excellents professeurs qui ont un CAPES ou même qui sont contractuels, mais quand même, le concours atteste d'un niveau d'érudition et de solidité au niveau de la théorie qui est là, quoi. Enfin, par exemple, j'en ai parlé avec mon tuteur et mon tuteur me disait que moi, il n'y avait pas de problème au niveau du contenu des cours, que c'était très solide et que c'était plutôt la gestion de classe pour lesquelles il fallait travailler. Donc je trouve qu'il y a quand même un lien entre l'agrégation et l'enseignement au lycée en particulier. Dans ta matière, oui, effectivement. Après, encore une fois, comme je peux pas enseigner au collège, je peux pas dire assez moment, mais c'est vrai que ça semble tout à fait logique. Ouais. Et je voulais savoir quelle classe tu as toi cette année. Quel niveau? J'ai des premières STMG où j'enseigne globalement, on va dire de la compta finance, enfin c'est un cycle de pricing, je pense peut-être pas l'intérieur de sport dedans. Et j'enseigne les BTS management commercial opérationnel en deuxième année. Ouais. Et du coup, je leur enseigne la culture économique, juridique, managériale. Ok. C'est un peu long. Ouais, donc toi, t'as même des post-bac. C'est ça, ce qui est assez pratique, vu que du coup, ça compte comme 1h25 au lieu d'une heure. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est les heures sup, on peut en parler. Enfin, les heures sup. Les heures qui valent plus qu'une heure. Par exemple, quand vous êtes dans le cycle terminal, moi, j'ai des premières humanités, lettres, philosophie et j'ai aussi des secondes en français. Mais j'ai des premières humanités, lettres, philosophie et ça me compte 1,1 heure plutôt que 1 heure. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'ai quand même 0,2 heures supplémentaires, alors qu'en stage, normalement, on n'est pas censé avoir des heures supplémentaires. Mais, d'après mon salaire, il me semble qu'elles me sont payées. Et j'espère bien, d'ailleurs. Ouais, il faudrait que je regarde, mais moi, il me semble qu'elles ne le sont pas, effectivement. Ouais. C'est vrai que les syndicats en parlant en début d'année que normalement, on n'est pas censé faire d'heures supplémentaires. Exactement. Et à ce moment-là, elles ne sont pas rémunérées. Mais ouais, renseigne-toi. Oui, mais après, c'est assez délicat parce que, en fait, je sais pas pour ma famille, ton enfant, c'est différent. Mais en fait, nous, on est sur une fourchette horaire, c'est-à-dire que je suis censé faire entre 7h et 8h30. Ouais. 9h, 8h30. Et du coup, là, je suis à la limite des 8h30, mais ils acceptent une fourchette de 7h à 8h30, donc, j'ai l'impression qu'ils utilisent un peu ce système pour pouvoir mettre des heures non rémunérées, enfin, heures supplémentaires, on va dire. Mais toi, au total, tu fais combien dans la semaine? 7h pondéré 8h30. D'accord, ouais, donc tu restes encore dans les clous de ce qu'ils t'indiquent, parce que... Oui, ouais. Oui, c'est ça. Même s'ils en jouent... ouais. C'est ça. Mais c'est vrai parce que toi, un professeur qui a le CAPET, du coup, lui sera à 9h. Et du coup, normalement, donc, avec la pondération, ouais, je devrais être, vu qu'on fait 5/6 de ce qu'ils font, je devrais être à 7h30, mais du coup, je suis à une demi-heure. C'est étrange parce que nous, pour le coup, en temps plein, on est à 15h en tant qu'agrégé et à 18h en tant que certifié. Moi, du coup, je suis à 15,2 heures. Je sais pas, voilà, t'as les 0,2. Mais il me semble bien qu'elles me sont payées dans mon salaire. Et d'ailleurs, on pourrait parler des salaires, puisque toi, du coup, tu as déjà travaillé avant. Mais moi, personnellement, je trouve qu'en début de carrière, en tant qu'agrégé ou même que certifié, on n'est pas non plus payé incroyablement bien par rapport au niveau d'études qu'on a et surtout au concours qu'on a passé, aux difficultés de ces concours. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on peut le dire, en tout cas, en passant, moi, je suis après prélèvement à la source à 1 900 € à peu près. Ouais. Bon, on va pas passer en tabou là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un concours de niveau bac plus 5.
Ouais. Et je compare, quand j'étais inspecteur des finances, c'est un concours de niveau Bac+3, avec une grille indiciaire de professeur certifié, c'est la même, c'est exactement les mêmes indices brut et majeur, Ouais. c'est juste les durées d'évaluation qui changent parfois. Mais je gagnais plus que maintenant, alors que... C'est dingue, ça, c'est dingue. J'ai perdu à peu près 500 euros, enfin, c'est assez étonnant. Ouais. Après prélèvement à la source, je gagne 2015 parce que je suis à temps plein, donc il y a une différence de 100 euros avec les mi-temps. Mais c'est vrai que c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, 2000 euros de salaire, c'est bien quand tu vis en province, c'est vraiment jouable. Mais quand tu vis dans des grosses villes ou même la capitale, c'est compliqué de vivre avec un salaire de 2000. Franchement, déjà, moi, mon loyer, en étant dans une grosse ville, il me prend un tiers de mon salaire, ce qui est pas négligeable. Et un tiers, je trouve que c'est, pour bien gérer un budget, c'est le max, quoi. Au-dessus, ça commence à devenir délicat. Par contre, que tu as dit qui est intéressant et important par rapport au métier de l'enseignement, c'est que c'est le métier où tu peux avoir le plus et le plus rapidement d'évolution de carrière en termes de rémunération. Enfin, nous, par exemple, on sera payé 100 ou 200 euros de plus dès l'année prochaine. Et puis, au bout de 3-4 ans, on sera quasiment à 2005. Au bout d'une dizaine d'années, on sera à 3000. Donc, tu vois, il y a une grosse évolution quand même. C'est vrai. Et l'avantage avec l'agrégation, c'est qu'après, on n'a plus de concours. On est déjà, on va dire, au maximum. Ouais. C'est juste, après, il faudra passer le hors-classe puis la classe exceptionnelle. Mais d'ailleurs, tu sais comment ça se passe, ça? Oui, la hors-classe... attends, j'ai plus tous les termes techniques, mais la hors-classe, je crois que c'est entre l'échelon 8 et 10, je crois, de la classe normale où on est. Ouais. Et c'est entre 8 et 10 selon les rapports d'inspection que tu auras. Alors, plus si t'es doué, tu passes plus temps en classe. Si t'es pas doué, bah, tu passeras plus tardivement. Mm-hmm. Et ensuite, pour la classe exceptionnelle, donc après leur classe, il y a des quotas. Je crois qu'ils en prennent, je sais plus, mais peut-être qu'ils en prennent sur une discipline, on va dire, admettons 30 par discipline. Je connais plus tous les chiffres. Hein. Ouais. Et du coup, là, ça dépend effectivement de l'évaluation, encore une fois, de l'inspecteur, mais du coup, là, c'est sûr que celui-là, du coup, il n'est pas assuré pour son nom. On peut finir sa carrière sans être classe exceptionnelle. Si du coup, on va dire le chef d'établissement, je sais pas si c'est le chef d'établissement ou si c'est le recteur ou si c'est l'inspecteur, mais s'il te juge insatisfaisant, entre guillemets, tu peux ne pas l'être. Ah, ok. Et pareil, ça, c'est vers les derniers échelons de la classe exceptionnelle. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ok. Moi, je pensais qu'on pouvait rester que en classe normale, mais ok, intéressant. Enfin, en tout cas, les possibilités d'évolution, elles sont quand même assez importantes dans l'enseignement. Après, juste en termes d'évolution, sans rien faire, sans repasser de concours, oui. Après, je pense aux finances publiques, par exemple, où ouais. On peut... Enfin, tout est nuancé, mais on peut finir administrateur ou ce genre de choses, et du coup, un salaire de 7-8 000 euros, c'est pas inenvisageable. Encore une fois, c'est pas accessible à tous, hein, parce que, encore une fois, il y en a que quelques-uns dans chaque département. Mais il y a des possibilités, mais encore une fois, c'est des nouveaux concours. Après, effectivement, on n'a plus de concours en passant. Oui, ça, par contre, ce que tu soulignes, c'est ultra important. Et moi, c'est ce que j'ai senti dans ma vie maintenant. Je me sens beaucoup plus soulagée, je m'endors mieux le soir. J'ai plus, tu vois, cette épée de Damoclès, d'avoir toujours un concours, un échelon supérieur à passer ou je ne sais trop quoi. Là, c'est bon. T'as ton job, t'as ton salaire, tu sais ce que tu dois faire et tu peux t'endormir tranquille. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste, tous les 2-3 ans, quand t'as une visite d'inspection. Bah, c'est vrai que les inspections, c'est quand même flippant. Et puis l'année de stage aussi parce que bah, on n'est pas encore titulaire du poste. Mais t'as quand même un confort. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus sereine cette année que l'année dernière. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu, la transition entre la préparation de l'agrégation et ta vie actuelle. C'est comme un soulagement. Après, encore une fois, comme j'avais déjà mon emploi, je me disais juste, non, je n'allais pas reprendre la vie telle qu'elle était avant. Mais non, c'est vrai que c'est comme un soulagement de se dire, oui, je n'ai plus rien à passer, c'est juste... il faut que j'aille de l'année qui est quand même une année assez lourde. Ah oui. Mais lourde, simple, encore une fois, en tout cas, j'ai regardé pour l'académie, l'année passée, il y en avait peut-être 5% qui n'ont pas été titularisés, mais qui ne sont pas titularisés, simplement, il faut une année de stage. Ils sont pas, ils sont pas, comment dire, tu jettes à la porte, voilà, je crois que c'est quand tu rates le renouvellement, mais bon. Est-ce que tu avais d'autres questions que tu voulais poser ou des points sur lesquels tu voulais revenir?
Oui, je voulais savoir comment ça se passait toi, au niveau de l'équipe pédagogique. Ah oui. Si les relations sont bonnes et enfin, globalement ce genre de choses, Ouais. comment ça se passe? J'ai de la chance déjà d'être tombée sur un très bon tuteur, enfin avec qui je m'entends vraiment bien, on parle littérature, on parle pas toujours des cours d'ailleurs. Franchement, c'était un grand soulagement. L'équipe de lettres aussi m'a très bien accueillie. Grâce à une des professeurs, j'étais 2 fois au théâtre et je vais y retourner pour accompagner ses classes. Tous très ouverts à m'accompagner, même à me proposer des cours, enfin de certains de leurs cours pour démarrer si j'avais besoin d'être guidée. Donc j'étais très très heureuse de ça. Après en salle des profs, c'est un peu plus distant le rapport avec les autres profs, parce que déjà ils me connaissent pas, ils sont là depuis longtemps. Et puis surtout, moi j'ai l'air d'une élève en fait, c'est-à-dire qu'on m'a déjà confondu plusieurs fois avec une élève. Quand on me prend pour une élève, je suis plutôt flattée en vrai parce que je me dis ah ça va, je suis encore jeune. Alors il y a des jours je ressemble vraiment à une prof, hein. J'ai limite costard cravate, le petit pantalon bien plissé, la veste en tweed, etc. Et puis il y a d'autres jours comme j'ai un style très excentrique. Je peux venir avec sweat basket, des trucs un peu colorés. Et un jour, j'ai même envoyé une photo de ma tenue à mon copain, mais pour toute autre chose que juste parler de ma tenue. Et il m'a fait une remarque, il me dit bah, t'as mis ça aujourd'hui alors que t'étais en cours? Je dis bah oui. Il me dit ah, mais ça fait pas trop professeur ça. Je dis bah non, mais c'est moi quoi, je vais juste pas changer mon style, je m'habille décemment si tu veux, mais bon là j'avais une veste en jean, j'avais des baskets, donc ça faisait un peu élève effectivement. Mais j'ai pas envie d'être qui je ne suis pas en fait. De toute façon, l'essentiel c'est avant tout d'être bien dans ses vêtements. Je veux dire, si on se force à s'habiller d'une certaine manière mais pour c'est ça. respecter le décorum, après on n'est pas à l'aise et ça se passe mal. Enfin, façon de parler élèves. Mais oui, et en plus, c'est parfois difficile à gérer, c'est qu'en fait, on est plus proche en termes d'âge et de génération de nos élèves que des autres professeurs. Enfin, moi, les autres professeurs, ils ont quasiment tous l'âge de mes parents, leurs enfants ont mon âge, donc c'est un rapport tout à fait différent. C'est vrai que c'est très bizarre, effectivement. J'ai des élèves qui ont globalement 3 ans de moins que moi, c'est très bizarre. Hein. Justement, toi, comment se passe le rapport avec l'équipe pédagogique et aussi avec les élèves? Avec les élèves, très bien, mais c'est encore une fois, j'ai du mal à dire l'autorité est posée un cadre, donc c'est quand même pas évident que je mets passer, mais encore une fois, hein, c'est une histoire de personnalité, et de toute façon, c'est des choses qui se travaillent, donc c'est pas une fatalité en soi. Mais non, l'équipe pédagogique, ça se passe bien, c'est tout ça qui est important, c'est effectivement d'avoir une équipe soudée. Mais c'est vrai que c'est pas facile, enfin, quand t'es jeune, déjà, d'avoir de l'autorité, et puis de pas sombrer aussi dans, je vais faire copain-copain avec mes élèves, enfin, moi je suis pas copain-copain avec mes élèves, mais parfois, j'ai du mal à ne pas rentrer dans leur jeu parce que on a les mêmes codes en fait, on fait partie de la même génération. Oui, c'est exactement ça, oui. On est d'accord. Par rapport à ceux qui ont peut-être peur de passer le concours en disant qu'il est insurmontable. Ah oui. Du coup, il y a aucune raison d'avoir peur. Enfin, ça reste un concours, donc encore une fois, il est juste question d'être meilleur que les autres, ce qui n'est pas forcément chose aisée, mais dans tous les cas, il n'est pas question d'avoir minimum 10 ou 11 ou 12 de moyenne, quelque chose du genre, c'est juste être meilleur que les autres, donc il n'y a rien à craindre, et puis encore une fois, au pire, si le concours est raté, ça n'empêche pas de pouvoir le repasser les années suivantes. C'est bien que tu sois venu donner un peu ton témoignage parce que moi je dramatise beaucoup plus la chose dans la mesure où je me donnais qu'1 an pour passer l'agrégation et après de toute façon comme j'avais CAPES fallait que j'enseigne et puis même j'en avais marre d'étudier. J'admire beaucoup ceux qui repassent les concours, vraiment je sais pas comment ils font mais je leur tire mon chapeau. Mais c'est vrai que il y a d'autres manières d'enseigner, si vraiment votre souhait c'est d'enseigner, il y a d'autres concours ou alors il y a d'autres façons d'y accéder en contractuel, vous pouvez aussi passer le CAPES, un autre concours. Et puis, votre vie ne s'arrête pas au concours. Maintenant, le concours est certes très difficile, mais il n'est pas insurmontable. Et moi, personnellement, je ne pensais pas pouvoir l'avoir quand j'ai commencé à le préparer. Je sais pas toi, est-ce que tu pensais pouvoir l'avoir? Honnêtement, je me disais que c'est à peu près une chance sur 2, parce que je regardais la barre d'admission, elle est à peu près entre 6 et 8 sur 20, ce qui est quand même très bas. Ouais. Et je me disais objectivement quelle note je peux avoir sur telle matière, et justement, je suis vers les 8-9. Enfin, non, plutôt 7-8, donc je dis, bon, ça dépend de la barre d'admission, où est-ce qu'elle est cette année. La barre d'admission, elle a combien? Alors nous, la barre d'admission, je crois que le dernier admis, il a dû avoir 7, non, 8 de moyenne à peu près. Oui, nous c'est ça à peu près. Ouais.
Pour te donner une idée, alors moi, j'ai été admise rang 79 sur 136 avec un tout petit peu plus de 10 de moyenne. Un tout petit peu plus, genre 10,1 et des brouettes, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc... Moi, j'avais fini 9e sur 26 et je crois que Wow. j'en avais à peu près 11. Je crois que je suis pas entièrement sûr, mais... Ok. Moi, je voulais juste l'avoir. Je pensais vraiment pas être... Au final, on dit 9, c'est incroyable, mais au final, sur 26, ça fait un tiers. C'est pas... Enfin, c'est bien, mais je veux dire... Ouais, mais c'est bien, c'est honorable, hein. Tu vois, moi j'étais Oui, dans oui. au début de la seconde moitié, alors qu'au CAPES, qui était un concours plus fait pour moi, je pense, où j'étais beaucoup plus formatée CAPES, j'ai eu plus de temps pour le préparer, il y avait moins de choses à faire. Bah là, j'ai réussi à terminer deuxième nationale sur 606 avec une moyenne d'environ 19 sur 20, puisque j'ai eu mes notes au CAPES, c'était 18, 19,5, 20, rien à voir avec l'agrégation, quoi. L'agrégation, heureusement qu'il y a eu les écrits. Ah oui, parce que ça aussi, on peut en parler. Mais moi, j'étais bien meilleure à l'écrit. Je m'en sortais pas trop mal. J'ai eu 13 en grammaire, 16 en disserte française, 17,5 en latin. Mais à l'oral, je me suis tapé des 3,64, des 5 sur 20. Ma meilleure note, c'était 12. Toi, ça s'équilibrait un peu comment entre l'oral et l'écrit? J'étais un peu meilleur à l'écrit qu'à l'oral, mais d'ailleurs, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, si j'ai pas de bêtises, mais effectivement, ça s'entend, je parle vite, donc, je veux dire, je fais un effort pour parler lentement. D'ailleurs, mes élèves me disent actuellement de Ah oui, ralentir, ouais. à la fin des cours, ils disent, est-ce que vous pourrez parler moins vite, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. C'est compliqué. Mais du coup, je savais que j'aurais des difficultés, mais non, au final, ça correspond à peu près, j'avais un peu plus au final sur les écrits, mais j'avoue que j'appréhendais beaucoup les oraux justement par rapport à cet aspect-là. Est-ce que tu as demandé à récupérer tes copies ou pas? Ah, les copies d'agrég. Oui. Alors oui, je les ai récupérées. En fait, depuis le CAPES, je fais toujours ça. Donc tu peux faire la demande dès maintenant. Hein, moi, je l'ai faite au mois de... Je l'ai déjà fait aussi. Ah ouais, tu l'as déjà fait. Ouais. Bah j'ai demandé mes copies parce qu'en plus, je m'en sers pour faire certaines vidéos d'analyse quand mes copies sont bonnes. Ah oui. Ouais. Et je les récupère toujours. Et j'ai même pu récupérer un détaillé de mes oraux. Enfin, un avis. De mes prestations orales. Ça, tu peux le demander aussi. Ouais. Je savais pas. Ouais. Alors, il faut trouver l'adresse mail spécifique. Moi, je l'ai trouvé par hasard sur un groupe Facebook, donc je pourrais pas trop t'aider. Mais sache que c'est possible. Mais par contre, tarde pas trop parce que une fois qu'il y aura eu la salve d'euros pour la session de cette année, ça va être plus compliqué. Ah bah je vais le faire. Merci. Ouais. Non, c'est juste pour dire que si jamais ça intéresse des personnes, je peux aussi envoyer mes copies. Ouais, avec grand plaisir. Bah c'est super. De toute façon, vu que t'as récupéré tes copies, de toute façon, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo quand elle sera postée pour réagir aux commentaires parce qu'à mon avis, on va te poser des questions pas seulement à moi, mais aussi à toi. J'espère. Donc si tu veux, je pourrais éventuellement, si ça te va. Passez bonne soirée alors. Ouais, toi aussi. Salut. Merci. Salut.